Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h. Je vais donc procéder à l'appel des membres du Conseil. Alors, nous sommes présents Nolwenn Guillou, Martine Guénégan, Christian Fontaine, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Marie-Claire Mervin, Philippe Bécan, Mirella Jean de Dieu, Kevin Steinbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour, Laure Zettorchi, Joyce Dumage qui m'a donné pouvoir, Gonel Védi, Thierry Lafournière, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Marion Vattard qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin, Jean-Patrick Guibou, Valérie Simon qui a donné pouvoir à Frédéric Soyer, Michel Armandari, Éric Dieff qui a donné pouvoir à Catherine Cabot, Yannick Loisance, Bruno Deslandes, Catherine Guguin-Grassi, Frédéric Lemoine, Claudia Gauvin, Fabrice Le Toquin, Annick Porte, Martine Cravaya-Schutz et Frédéric Lobet. Je vous remercie. Donc la séance est ouverte, le quorum est atteint. Il me faudrait un ou une secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Catherine Cabot. Nolwenn Guillou, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci Nolwenn Guillou. Alors, point numéro 1, l'adoption du procès-verbal du 24 juin 2024. Donc, y a-t-il des commentaires, des questions? Monsieur Lemoine. Oui, merci Monsieur le maire. Je n'étais pas là physiquement lors du dernier conseil, mais si vous le permettez, je voudrais prendre juste 2 ou 3 minutes pour commenter ce procès-verbal, ce qu'il contient et ne contient pas. C'est pour des raisons de santé, vous l'avez compris que j'étais absent le 24 juin. J'aurais aimé d'ailleurs que cela soit précisé dans le texte du PV. La veille de ce conseil, j'ai écrit à tous les conseillers municipaux pour partager mes inquiétudes face à la situation politique nationale, contexte dont il n'a été nullement question le lendemain et par conséquent dans ce procès-verbal. Je vous ai écrit dans une démarche exceptionnelle, collective, visant devant la gravité de la situation que nous connaissions après la dissolution de l'Assemblée nationale et avant les élections législatives, à ce que les élus attachés aux valeurs républicaines sachent se rassembler devant les risques d'une accession au pouvoir des extrêmes. Nous avons eu des années de polémiques sur l'emplacement de la piscine, sur les impôts locaux, l'endettement de la commune, le rôle des commissions, sur le calendrier de la saison culturelle, débats sur lesquels je pense que les positions constructives de l'opposition ont été rarement accueillies de manière positive, mais il me semblait qu'on pouvait dépasser ces oppositions lorsque l'heure était grave, et je pense qu'elle l'était. Il me semblait que tous les élus municipaux attachés aux valeurs républicaines, au respect des libertés publiques et des individus, à la modération des choix dans les politiques publiques, à la France et à l'Europe, pouvaient se rassembler. Il me semblait que ça n'avait aucun sens de se lever tous ensemble, ici même, le 19 février 2024, pour saluer la mémoire de Robert Badinter et de ne pas prendre parti au moment où l'abstention menaçait et où le Rassemblement national, qu'il a toujours combattu, risquait d'emporter la majorité, voire la majorité absolue de l'Assemblée nationale. Il me semblait que les maires et les élus locaux que nous sommes, qui sont les seuls responsables politiques à encore bénéficier en France d'une opinion favorable et d'une vraie écoute, devaient exprimer leurs convictions et ne pas enfoncer la tête dans le sable comme des autruches. Je rappelle que le Rassemblement national a obtenu 20,65% des voix aux élections européennes à Dinard et la liste de Marion Maréchal 6,99. Nous les retrouverons sans nul doute en 2026. Sans compter LFI qui représente un autre danger d'extrémisme violent et de politique plus qu'aventureuse. Quelle était ma proposition? Utiliser cette crédibilité d'élus de terrain en appelant nos concitoyens à la mobilisation électorale. Nous organisons les bureaux de vote, c'est aussi à nous d'inciter les citoyens à voter et s'engager vraiment en appelant à rejeter les solutions extrêmes. D'autres voix l'ont fait, chez Horizon par exemple, ou parmi les maires d'Ille-et-Vilaine, et avec un certain succès. Mais pourquoi n'aurions-nous pas pris notre part dans cette mobilisation? Pourquoi n'avez-vous pas abordé cette question lors du conseil municipal du 24 juin? Y aurait-il des sympathies pour le RN dans cette assemblée? Il faut le dire dans ce cas, les électeurs ont le droit de le savoir.
Je tiens à remercier les quelques rares conseillers municipaux qui m'ont répondu en souscrivant à mon initiative ou en suggérant des modifications à ma proposition de déclaration collective. Ils ont été extrêmement rares. Aucun conseiller de la majorité municipale n'a daigné même accuser réception de mon message. Je sais bien que dans cette majorité, on doit attendre que le chef se prononce pour s'aligner ensuite, mais manquer à ce point de respect et de capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire me laisse pantois. J'ai appelé M. Salmon avant le conseil du 24 juin pour lui expliquer le sens unitaire et républicain de la démarche. Il a oralement marqué son accord sur le texte proposé, m'a indiqué qu'il réunirait sa majorité municipale pour en discuter et me rappellerait dans la semaine. Il ne m'a jamais donné de nouvelles depuis lors. Et personne n'a évoqué ce sujet brûlant d'actualité lors du conseil du 24 juin. Pour ma part, c'était ma dernière initiative. Il n'est pas possible de travailler dans ces conditions. Depuis 4 ans, 4 longues années, j'ai défendu un festival de musique, tout monté, financé, qui a été refusé pour des raisons politiques en 2020, puis radicalement transformé en 2023. J'ai proposé d'autres initiatives, comme la Comédie Française à Dinard. J'ai alerté sur la nécessité de redémarrer les investissements dès 2021 et de s'endetter à bas coût. J'ai alerté à l'inverse sur le tête-à-queue budgétaire de cette année. J'ai essayé de faire vivre une démocratie locale, gelée par l'absence de vrai dialogue et de débat collectif. Je dois dire aux Dinardais qui nous ont élus qu'on ne m'a pas écouté et qu'on m'a toujours mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ce n'est pas un hasard si plusieurs conseillers municipaux, et non des moindres, se sont cabrés. Je pense à Christian Boutriquet, à Alexandre Motte, à Yannick Loisance ou apparemment aujourd'hui Nolwenn Guillou, et je sais le dévouement courageux de mes colistiers qui continuent dans ces conditions difficiles. Quand je vois maintenant le peu de considération dans laquelle a été tenu ce projet d'appel commun au vote et au respect des valeurs républicaines, je me dis néanmoins et tristement qu'il n'y a rien à faire de positif dans la configuration actuelle. Je présente donc à Monsieur le maire ma démission de conseiller municipal avec effet immédiat. Je précise que cette démission n'a aucun rapport avec mes problèmes d'audition. Je vous laisse à vos règlements de compte, politiciens, voire même un peu staliniens, auxquels je ne souhaite pas être mêlé. Je demande l'insertion intégrale de mes propos dans le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui et je les transmettrai par voie électronique à cette fin. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lemoine. Je prends acte de votre démission. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Okay. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de prendre acte donc, du PV. Point 2, donc, question du maintien ou non de Madame Nolwenn Guillou, première adjointe, dans ses fonctions. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, chers collègues, sur ce deuxième point à l'ordre du jour, nous allons procéder à un vote pour le maintien ou non de Nolwenn Guillou dans sa fonction de première adjointe. C'est une décision difficile, mais néanmoins justifiée par un ensemble d'éléments aboutissant à la situation sur laquelle nous allons nous prononcer. Comme j'ai pu m'en expliquer largement dans la presse locale, ma confiance à l'égard de ma première adjointe a été rompue par des attitudes répétées, fragilisant notre administration communale. Lors du comité social territorial, notre instance paritaire, du vendredi 5 juillet 2024, Mme Guillou s'est ouvertement abstenue de voter une réforme structurelle du service enfance-jeunesse au motif qu'elle n'avait pas été informée ou qu'elle n'avait pas validé cette dernière. Ce qui est totalement faux eu égard aux différentes réunions pilotées par nos services et Mme Marie-Claire Mervin, auxquelles elle a pu être conviée. J'avais d'ailleurs pris un rendez-vous avec Mme Guillou pour échanger sur ce sujet. Elle ne s'y est jamais présentée ni excusée de ne pas l'avoir honorée. Outre le fait de ne pas avoir endossé la fonction de première adjointe, Mme Guillou donnait régulièrement des ordres aux services ressortant de ses délégations, y compris à des services qui n'en ressortaient pas. Je rappelle que le maire est le seul chef d'administration municipale et que Mme Jacquet, notre directrice générale des services, est fondée à exercer une autorité hiérarchique sur les agents de la commune. Les élus, quelle que soit leur fonction, n'ont pas interféré dans ce fonctionnement établi et normé. Comme dans chaque commune de France, un élu n'est et ne sera jamais un chef de service.
Nous menons depuis notre arrivée aux responsabilités une réorganisation des services communaux afin d'une part d'optimiser la gestion quotidienne de nos services aux habitants et d'autre part d'améliorer les conditions de travail de nos agents. C'est une démarche concertée basée sur l'écoute, le dialogue avec nos agents et leurs représentants syndicaux, les élus et notre direction. Je me permets d'ailleurs de les remercier tous pour ce travail, certes long, mais ô combien essentiel, qui porte ses fruits. Nous le constatons chaque jour désormais dans la ville. Les attitudes répétées, parfois très insistantes, de Mme Guillou, outre le fait de fragiliser notre réorganisation, ont pu également créer des situations d'ambiguïté parmi nos agents. Mon attention a été attirée sur ces situations. Il est donc de ma responsabilité, en tant que chef de l'administration municipale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour leur offrir de bonnes conditions de travail. Cette décision n'est pas brutale, comme j'ai pu l'entendre. J'ai en effet demandé à plusieurs reprises depuis ces derniers mois que Mme Guillou cesse d'avoir de telles attitudes. Ces promesses, lors de nos échanges, n'ont pas été suivies d'effet. C'est ce qui m'a amené, après l'événement du dernier CST vendredi 5 juillet 2024, à retirer à Mme Guillou l'ensemble de ses délégations dans le cadre de la procédure en vigueur, à savoir une procédure réglementaire par arrêté du maire. J'ai pris cette décision en mesurant toute la portée. Mme Guillou a en outre et très logiquement été exclue de notre majorité municipale après en avoir échangé avec l'ensemble des élus qui la composent. Depuis que les Dinardais nous ont légitimés par leur vote aux responsabilités, je place le sens du collectif par-dessus tout. C'est une manière de fonctionner que j'ai toujours souhaité mettre en œuvre dans mon milieu professionnel et que j'applique au mieux en tant qu'élu et au sein de mon équipe. Mme Guillou ne fonctionne pas ainsi et je ne peux que le regretter. C'est aussi sans compter l'absence de loyauté à mon égard que j'ai pu constater à de nombreuses reprises. J'ai d'ailleurs pu le lui dire lorsque nous sommes vus récemment lors d'un entretien. Je souhaite conclure cette prise de parole en indiquant que le projet que nous menons pour Dinard n'est pas un projet individuel, n'est pas un projet destiné à mettre en valeur l'un ou l'autre d'entre nous. C'est un projet par et pour les Dinardais. Nous sommes à leur service et nous devons mener nos dossiers avec constance et rigueur pour le bien commun. Nos services effectuent un travail remarquable et je ne laisserai rien ni personne les empêcher de mener à bien leur mission et objectifs dans un cadre de travail apaisé. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à nos collègues. Madame Grassi. Monsieur le maire, ayant fait partie avec quelques-uns de mes colistiers de la majorité municipale de Jean-Claude Mahé avec vous, je me permets un rappel historique des faits pour ceux qui ne les connaîtraient pas ou qui les auraient oubliés. En 2019, Arnaud Salmon et Nolwenn Guillou s'associent pour quitter la majorité et forment alors un groupe minoritaire jusqu'à la fin du mandat de Jean-Claude Mahé. À l'époque, ils sont partis main dans la main et ont parcouru Dinard pour convaincre les Dinardais de voter pour leur projet alternatif. Élus ensuite en 2020, il leur appartenait alors de rester unis, solidaires, à la tête de leur groupe majoritaire. Nous sommes tous atterrés par la délibération qui nous est proposée aujourd'hui. De notre point de vue, Nolwenn Guillou accomplissait avec sérieux et implication le travail attendu par la population au regard de ces délégations. Nous en déduisons alors que le seul motif de retrait de ces délégations fut la mésentente avec le maire, comme vous l'avez expliqué à la presse, ou ce soir. C'est donc un problème de personne dont il s'agit aujourd'hui, dans lequel nous ne nous immiscerons pas. Il n'en demeure pas moins que ce conseil municipal, instance modèle de la démocratie territoriale, est malheureusement devenu une simple chambre d'enregistrement et n'est plus un lieu de débat. Ce mode de fonctionnement est nuisible à l'expression des idées et totalement antidémocratique. Les élus minoritaires de notre groupe se sentent maintenant écartés des décisions au point de quitter cette instance, comme l'a fait Christian Poutriquet ou comme vient de le faire Frédéric Lemoine. Nous trouvons fort regrettable
que par sa simple volonté, le maire puisse, pardonnez-moi l'écart de langage, virer qui que ce soit de la majorité municipale, comme lu dans le Pays Malouin du 9 juillet. Nous sommes maintenant dans un fonctionnement autocratique, alors qu'un conseil municipal aurait dû permettre l'expression et l'échange des points de vue, y compris divergents, sans aucune crainte de représailles, même lorsqu'on est adjoint au maire ou adjointe au maire. Sauf à imaginer que les adjoints et adjointes aient prêté un serment d'allégeance, c'est-à-dire soient soumis à une obligation de fidélité et d'obéissance envers le souverain dont ils seraient sujets. C'est pourquoi, tout en considérant qu'il s'agit ici d'un problème de personne et regrettant profondément que ce type de délibération nous soit proposé, nous voterons aujourd'hui, comme demain, pour le maintien de tout élu majoritaire, quel qu'il soit parmi vous, qui se trouverait un jour dans une situation similaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ajoute que nous demandons au nom de notre groupe le vote à bulletin secret sur cette délibération. Je vous remercie. Merci Mme Grassi. Mme Guillot. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, le 5 juillet après-midi, vous m'avez signifié par un simple mail le retrait de l'intégralité de mes délégations, me précisant que c'était effectif puisque l'arrêté était déjà affiché et que cela m'excluait de fait de la majorité. Ce mail n'a pas été précédé d'un entretien préalable et ainsi les motifs invoqués n'ont pu être examinés de manière contradictoire, objective et impartiale entre vous et moi ou au sein même de la majorité municipale. Nous sommes, monsieur le maire, bien loin de la gouvernance participative qui vous et qui nous animait en 2020. Vous l'avez mentionné, effectivement, il y a eu un CST le 5 juillet au matin. La réunion que vous évoquez est en fait un temps d'échange d'une demi-heure qui a remplacé un temps de travail que je devais avoir avec les services au sujet de cet organigramme. Je n'avais pas la mesure sur le moment des conséquences irrévocables de mon abstention. Aujourd'hui, en les connaissant, s'il m'appartenait de encore siéger à ce CST, je m'abstiendrai à nouveau. J'ai émis des points d'alerte et c'est bien là notre rôle d'adjoint que de faire alerte lorsque des sujets nous paraissent contraires à l'intérêt de la collectivité. Avec détente et sans querelle, je vais vous dire, comme je vous l'ai dit lorsque nous sommes vus à ma demande, après avoir retourné le sujet dans tous les sens, il m'apparaît évident que si j'ai été pratique pour être élu en 2020, aujourd'hui je vous gêne pour 2026 sans doute. Je vais simplement clore en disant que mes valeurs n'ont pas varié et que mes engagements, qu'ils soient communaux ou intercommunaux, restent les mêmes que ceux pour lesquels les Dinardaises et les Dinardais nous ont accordé leur confiance en 2020. Je souhaite que cette ligne reste celle qui conduira les décisions de mes collègues élus pour les 2 années à venir et reste bien entendu à l'écoute des préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Merci Madame Guillot. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Monsieur Voisance, pardon. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, mais j'ai l'impression ce soir, quand je vois un peu l'atmosphère générale, qu'il y a une certaine machine à fabriquer du mécontentement qui s'est mise en route à Dinard. Et ce qu'on peut constater ce soir, c'est que cette machine fonctionne remarquablement bien. Voilà. Moi, franchement, je trouve que le spectacle de ce soir, c'est affligeant. Voilà, c'est ma position. C'est affligeant et je dirais même plus pitoyable. Et j'en jugerai pas plus, ne connaissant pas les détails. Mais je voudrais simplement souligner un point qui me choque. Mais vraiment, personnellement, je suis extrêmement choqué parce que je n'avais pas prévu d'intervenir, mais devant la tournure que prend ce débat, je préfère vous dire que je trouve que cette décision, on ne prend pas en compte la douleur d'une mère de 5 enfants qui se voit privée du jour au lendemain de ses 1 200 € d'indemnité mensuelle, ce qu'aucun chef d'entreprise n'oserait et ne pourrait faire. Et de surcroît, à la veille des vacances, dont elle va devoir renoncer avec ses enfants. Donc, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que normalement, dans une entreprise, je sais que ce n'est pas le règlement dans une communauté,
on a un préavis dans lequel les gens peuvent se retourner. Voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, et je trouve ça peut-être très choquant, et à la limite de l'intolérance, mais certainement l'indignité. Voilà. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Loisance. Pas d'autres interventions? Donc, chers collègues, donc, merci pour vos interventions. Une dernière précision que je souhaite vous apporter, la volonté d'inscrire ce point à l'ordre du jour ce soir n'est absolument pas d'une décision subjective de ma part. Il est le résultat d'une démarche concertée et partagée par mon équipe. Donc, vous avez demandé vote à bulletin secret. 5 personnes 7, 9. Ok, donc on va pouvoir passer. Il va me faire 2 assesseurs. Donc, la tradition républicaine, c'est les 2 plus jeunes, donc Kevin Stanbacher et Laure Zadorchi. Donc, juste, s'il vous plaît, un point de précision pour la clarté du vote. Je vous remercie de marquer maintien ou non maintien ou abstention. Et je rappelle qu'il y avait des procurations. Pour la demande, pour le vote à bulletin secret, c'est un tiers des présents, effectivement. Mais après, les pouvoirs votent. Un tiers des membres présents demandent le vote à bulletin secret. Autrement, la règle d'usage, c'est vote à main levée. Et après, comme dans d'autres votes, les pouvoirs votent aussi. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous demander si vous êtes absolument certain que les pouvoirs comptent sur ce type de délibération? Moi, je n'en suis pas certaine. Oui, les pouvoirs comptent, enfin, comme dans n'importe quel vote à bulletin secret. C'est quand même un vote spécifique. Il y a un texte. Donc, de façon très sincère, je ne suis pas certaine que les pouvoirs comptent. Je vais laisser les services faire une petite recherche rapide. On va faire une suspension de séance de 5 minutes.
pouvoir reprendre la séance. Donc le projet de délibération a été vérifié par la sous-préfecture la semaine dernière, et donc là, le modèle de procès verbal donc, de cette délibération, les pouvoirs sont bien inclus. Donc après, Madame Guillou, si vous avez un texte de loi qui... Non, monsieur le maire, quand je vous disais que la question était sincère, elle l'était. Je n'ai pas de texte de loi, c'est pas à moi de les trouver. Voilà, donc, projet de délibération vérifié par la sous-préfecture hier, donc je pense qu'on peut faire confiance au contrôle de légalité. Donc on va pouvoir passer au vote. Alors, s'il vous plaît, on va pouvoir passer au vote. Donc Arnaud Salmon. Nolwenn Guillou. Martine Guénégan. Christian Fontaine. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Marie-Claire Mervin. Philippe Bécan. Mireille Jean de Dieu. Kevin Stanbacher. Catherine Cabot. Pascal Guichard. Christian Chauffour. Laure Zadorchi. J'ai le pouvoir de Joyce Dommage. Gonel Védi. Thierry Lafournière. Eva Hélène a donné son pouvoir à Muriel Béziel. Marion Battard a donné son pouvoir à Marie-Claire Mervin. Jean-Patrick Guibou. Valérie Simon a donné le pouvoir à Frédéric Soyer. Frédéric Soyer maintenant. Michel Armandari. Éric Dièvre a donné son pouvoir à Catherine Cabot. Yannick Loisance. Bruno Delorme. Catherine Guguin. Gracie. Claudia Gauvin. Fabrice Toquin. Annick Porte. Martine Cravé-Schutz. Et Frédéric Lebet. Okay. Donc on va pouvoir procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Donc il y a 32 votants normalement. Non maintien. Non maintien. Non maintien. Non maintien. Maintien.
Maintien. Non-maintien. 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 Maintien. Non-maintien. 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 Abstention. Maintien. 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 Non-maintien. Maintien. Non-maintien. 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 Vous voulez que je dise tout? 22, 9 et 1, oui, c'est ça. Donc 22 pour le non-maintien, 9 pour le maintien et une abstention. Merci pour ce vote. Donc Mme Guillou continue donc de siéger au conseil municipal puisqu'elle n'a pas fait. Puisque j'ai été élue par le peuple. Exactement, Mme Guillou. Voilà. Est-ce que vous m'autorisez à dire un mot, monsieur le maire? Parce qu'en réalité, je m'attendais à être assise là-bas, en début de conseil municipal. Donc j'ai découvert que j'étais ici, bien que la question m'ait été posée ce matin, alors que je n'ai pas de consigne à donner sur les emplacements à la table. Et donc j'avais préparé une phrase, puisque le vote était évident, d'ailleurs la place le désignait. J'avais prévu de dire que c'est la tête haute et les convictions non entachées. Et assez fière en plus qu'en 4 ans, manifestement, j'ai réussi à sensibiliser un public plus large que d'habitude à la politique municipale, que je quitte cette place. Donc je ne la quitte pas, je quitte la fonction, mais je reste effectivement élue du peuple. Merci Mme Guillot. Donc on va passer au point 3, donc question l'élection d'une nouvelle adjointe au maire suite au non-maintien de Mme Nolwenn Guillou dans ses fonctions d'adjointe au maire. Donc le conseil municipal, donc suite au non-maintien de Mme Guillot dans ses fonctions de première adjointe, le conseil municipal a la faculté de procéder à l'élection de la nouvelle adjointe de même sexe, conformément à l'article L 2122-7-2 du CGCT, considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu démissionnaire. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède au vote à bulletin secret afin d'élire un nouvel adjoint. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. En outre, il convient de noter que le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales a précisé qu'en cas de vacance d'un poste d'adjoint, tout conseiller municipal, sauf le maire, peut se porter candidat à ce poste, y compris s'il occupe déjà les fonctions d'adjoint. Alors, je propose de prendre la décision suivante avant de procéder au vote. Donc, décider que l'adjointe à désigner occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Donc, le poste de premier adjoint. Que sur cet article 1, il y a des abstentions, des votes contre. Et ensuite, on va pouvoir passer aussi à l'élection de la nouvelle première adjointe. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Martine Guénégan.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues, avant l'élection de la nouvelle première adjointe au maire, je tiens à vous exposer pourquoi je ne prétendrai pas à cette fonction. Au préalable, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un choix strictement personnel dont j'ai fait part à toute l'équipe de la majorité. Eu égard au nombre actuel des 8 adjoints, mécaniquement, je devenais première adjointe de Monsieur le maire dans l'ordre du tableau. Or, il ne me convenait pas, grâce à ce mécanisme, de me voir confier cette nouvelle fonction. J'ai été nommée adjointe à la communication, à l'attractivité de la ville, qui recouvre le commerce, l'événementiel, le développement de projets, et j'ai à cœur de poursuivre ce mandat en menant à bien les missions sur lesquelles je suis engagée, et ce, dans la continuité et la cohérence de notre projet. Je suis pleinement investie dans les délégations qui me sont confiées. Leur transversalité implique de travailler dans une logique d'équipe et m'oblige à une très grande disponibilité. La constance dicte ma ligne de conduite. C'est pourquoi j'ai annoncé à mes collègues que je ne briguerai pas la position de première adjointe et je les remercie d'avoir compris ma position. Je suis touchée qu'on m'ait vue comme la bonne personne pour ce poste, mais je n'ai pas choisi de faire de la politique pour moi. Je resterai fidèle à cette ligne de conduite au sein d'une équipe dont j'apprécie et respecte chaque membre. Je veux servir l'intérêt général et je continuerai donc à œuvrer en ce sens. Mon seul objectif, et je sais que je le partage avec toute l'équipe, c'est de mener à son terme le projet que nous portons depuis déjà 4 années. Alors et seulement tous ensemble, nous pourrons être fiers de ce que nous aurons accompli. Je remercie Monsieur le maire de la confiance qu'il me témoigne depuis le début du mandat. C'est une fierté de travailler à ses côtés, ainsi qu'auprès de l'ensemble de mes collègues élus. Je vous remercie de votre attention. Merci Martine. Donc nous allons procéder désormais à l'élection de la première adjointe qui se porte candidate. Madame Mervin et Madame Cravalla. Donc on va pouvoir procéder à l'élection. Donc c'est simple, soit un bulletin à Madame Mervin, soit un bulletin à Madame Cravalla. Donc je vais rappeler les assesseurs également, Kevin et Laure, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? C'est bon, on peut démarrer. Donc Arnaud Salmon, Nolwenn Guillou, Martine Guénégan, Christian Fontaine, Muriel Béziel, Vincent Rémy, Marie-Claire Mervin, Philippe Bécan, Mireille Agent de Dieu, Kevin Sternbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour, Laure Zatorchi, Joyce Douminge qui m'a donné le pouvoir, Gwenaëlle Velli,
Thierry Lafournière. Eva Hélène, qui a donné pouvoir à Muriel Béziel. Muriel. Marion Vattard, qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin. Jean-Patrick Guibou. Valérie Simon, qui a donné pouvoir à Frédéric Soyer. Frédéric Soyer. Michel Armandari. Éric Dieff, qui a donné pouvoir à Catherine Cabot. Yannick Loisance. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Grassi. Claudia Gauvin. Fabrice Le Toquin. Annick Porte. Martine Crévin-Schutz. Et Frédéric Lobet. Donc 32 votants normalement. Est-ce que je peux poser une question avant que ce soit dépouillé, s'il vous plaît? Vous avez demandé qui était candidat, mais si quelqu'un se retrouvait élu sans avoir candidaté, est-ce que ce serait juridiquement tenable? C'est juste une question juridique que je pose, innocente. Ça arrive comme ça en conseil de classe, hein, en élection de délégué de classe, donc je pose la question. On me dit qu'il faut être candidat. Il faut être candidat? Ok, merci. Mervin, Marie-Claire Mervin. 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 Mervin. Blanc. Abstention. Madame Mervin. 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 Abstention. Madame Mervin, Marie-Claire. C'est la même. Mervin. Madame Jean de Dieu. Nul. C'est une 3. Donc abstention. Madame Mervin, Marie-Claire. Marie-Claire Mervin. Martine Cravella-Schulz. MC Mervin. Madame Cravella. Marie-Claire Mervin. Madame Mervin. MC Mervin. Madame Mervin. Pardon, c'est Salmon. Marie-Claire Mervin. Mervin. Cravella-Schulz. Cravella. Mervin, Marie-Claire. Okay. 1, 2, attends. 2, 3, 4, 5. Nous avons 23 pour Marie-Claire Mervin, 4 pour Madame Martina Cravella-Schulz, 1 pour Monsieur le maire Arnaud Salmon, 1 pour Madame Jean de Dieu et 3 abstentions. Enfin, abstention, blanc ou 3 nuls. Donc, Ça fait bien 32 votants. Merci
Laure Kivine. Madame Guillou. Je pense qu'il y a un moment où il faut se poser et mesurer ce qui est en train de se passer. Madame Grassi l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur le maire, nous sommes partis sur le programme de 2020. Est-ce que vous avez souvenir de pourquoi j'ai été proposée première adjointe, alors même que, vu les difficultés de constitution de liste, je vous avais dit, je ne mets pas un point d'honneur à être deuxième, si je suis ailleurs, c'est pas grave. Vous vous souvenez de la raison? J'ai pas compris la question. Vous souvenez-vous de la raison pour laquelle j'ai été proposée première adjointe aux électeurs et aux électrices? Parce que nous étions partis ensemble de la majorité précédente. Non, c'est parce que j'étais adjointe aux transitions et que notre premier filtre était l'environnement. Donc peut-être que là, aujourd'hui, le filtre change, mais il faut savoir le dire aux gens qui votent. On n'a pas eu un chèque en blanc quand on a été élu. Très bien, mais en attendant, en fait, toutes les délégations comptent, Madame. Mais c'est le motif qu'on a évoqué. Et j'assume de mettre, en tant que première adjointe, mon adjointe aux ressources humaines et aux finances. C'est un enjeu majeur aussi pour l'avenir de la collectivité. Et je vous promets qu'on n'oubliera pas les délégations liées à la transition. Je dis juste que le contrat change. Merci. On va pouvoir passer au point 4, donc l'élection d'une nouvelle adjointe au maire suite à l'élection de la nouvelle première adjointe au maire. Je rappelle que le conseil municipal a procédé à l'élection d'une nouvelle première adjointe. Il convient donc de remplacer cette dernière sur le poste d'adjointe qu'elle occupait auparavant par un élu de même sexe également, conformément à l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Donc, vu les considérants de la note de synthèse, donc je vous propose donc l'article 1 décider que l'adjointe désignée occupera dans l'ordre du tableau le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant donc de Madame Mervin. Est-ce que sur cet article 1, y a-t-il des abstentions, Madame Grassi? Pas encore, en tout cas, une abstention. Une question, en revanche. Oui. On nous parle du même rang qu'occupait l'élu précédente. Est-ce que vous pouvez nous redonner, s'il vous plaît, à ce moment du Conseil, l'ordre du tableau des élus, s'il vous plaît? Parce que là, j'avoue que j'arrive plus à suivre. Merci. Donc, Madame Mervin était au 6e rang, donc elle passe au rang 1. Donc là, on va élire une adjointe au 6e rang. Donc, l'article 1, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Donc, pour l'élection au poste de, s'il vous plaît, pour l'élection au poste de 6e adjointe, y a-t-il des candidates? Madame Cabot? Pas d'autres candidates? Madame Crévaillard? Très bien, nous allons pouvoir voter. Donc, je vais rappeler encore Joyce et Laure. Pas Joyce, Kevin, pardon. On va pouvoir démarrer. Donc, on démarre le vote. Arnaud Salmon. Nolwenn Guillou. Je ne sais pas pourquoi je vote encore en deuxième, puisque je ne suis plus là. Enfin, là, il faut me remettre à ma place, du coup. Oui, c'est la liste d'appel du conseil municipal de ce soir. Donc, je peux vous. Martine Guénégan. Christian Fontaine.
Muriel Béziel, Vincent Rémy, Marie-Claire Marvin, Philippe Bécan, Mireille Agent de Dieu, Kevin Steinbacher, Catherine Cabot, Pascal Guichard, Christian Chauffour, Lorza Torchi, Joyce Dumas qui m'a donné pouvoir, Gwenaël Védy, Thierry de la Fournière, Eva Hélène qui a donné pouvoir à Muriel Béziel, Marion Battard qui a donné pouvoir à Marie-Claire Marvin, Jean-Patrick Guibou, Valérie Simon qui a donné pouvoir à Frédéric Soyer, Michel Armandari, Éric Dieff qui a donné pouvoir à Catherine Cabot, Yannick Loisance, Bruno Deslandes, Catherine Guillet-Rassi, Claudia Gauvin, Fabrice Toquin, Annick Porte, Martine Créver-Schutz et Frédéric Lobet. Merci de me donner la parole. Juste pour la bonne compréhension, voilà déjà, puis peut-être celle qui passe en termes de redistribution des délégations des uns et des autres. Comment ça fonctionne? Qui va récupérer par exemple ce que faisait Nolwenn sur la transition? Est-ce que ça passe à la trappe ou pas? Les délégations qu'avait Marie-Claire, les délégations qu'a Catherine, comment ça se passe? Est-ce qu'on remet tout à plat? Vous redistribuez ou pas? Donc ce soir, on va procéder à l'élection de nouveaux adjoints. Ça concerne la délibération suivante aussi. Après que je rappelle que les délégations, c'est un simple arrêté du maire, en fait. Donc je me donne quelques jours pour revoir le périmètre des délégations et attribuer à chacun des deux nouveaux adjoints. Mais toutes les délégations... Question subsidiaire. Moi, j'avais dans mon agenda une réunion le vendredi 27, c'est-à-dire cette semaine, pour une commission vie associative. J'aimerais savoir si je dois m'y rendre. Il n'y a pas eu de convocation, donc ça devait être une date préenregistrée. Donc pour l'instant, non, vous serez convoqué officiellement. Vous avez recompté? Ouais, c'est bon. Allez-y. Bulletin blanc. Abstention. Catherine Cabot. Catherine Cabot. Madame Cabot. Madame Cabot Catherine. Cabot. Cabot. Madame Cabot. Cabot. Blanc. Cabot. Blanc. 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 Catherine Cabot. Blanc. Catherine Cabot. Cabot. Madame Cabot. Catherine Cabot. Madame Cabot. Madame Cabot. Madame Cabot. 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 Madame Cabot. Cabot. Abstention. Et blanc.
23 pour Madame Cabot et 9 abstentions blanches. Merci. Merci Kevin et Laure. Donc, point 5, fixation du nombre d'adjoints. Donc, je rappelle que la libération numéro 2020-058 du Conseil municipal du 4 juillet 2020, le nombre d'adjoints a été fixé à 7 puis à 9 par délibération numéro 2020-070 en date du 27 juillet 2020 et enfin à 8 par délibération de numéro 2024-01 en date du 22 janvier 2024. Suite au maintien de Mme Guillot et dans ses fonctions adjointes et à l'élection d'une nouvelle première adjointe, il est proposé de fixer le nombre d'adjoints à 9. Je propose également au Conseil municipal de procéder à la fixation du nombre d'adjoints par vote à main levée. Mme Guillot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur le maire, ce qui justifie de modifier le nombre d'adjoints? Parce que, juste en référence, quand Monsieur Loisans est parti, nous ne l'avons pas remodifié. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui alors que les délégations ne sont pas données de ce que vous dites? À moins qu'il faille poser la question à Mme Guénégan. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me donne quelques jours pour revoir le périmètre des délégations entières des différents élus. Donc, ça ouvre à de nouvelles perspectives dans un poste d'adjoint. Ah oui. Donc, un vote à main levée, ça vous va pour les nombres d'adjoints? Madame Grassi, pardon. Je rejoins Madame Guillot sur ce point, sur l'étonnement que ça provoque dans mon cerveau. Il n'est peut-être pas très bien réveillé, mais il y a des trucs bizarres quand même, parce que Monsieur Loisans n'a pas été remplacé. On peut penser que le travail qu'il faisait pouvait être surchargé sur quelqu'un d'autre, ce qui a été le cas sur la délégation de Mme Mervin. Et là, Madame Guillot, elle, aurait besoin d'être remplacée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il allait revoir l'ensemble des périmètres de délégation et en plus... vu qu'on a réélu il y a une question de parité aussi également au niveau des adjoints, vu qu'on a remanié les mandats pendant Je préfère cette réponse-là, elle est plus honnête. C'est plutôt ça. Puisqu'on a remis une adjointe femme, alors il faut un homme. Je préfère ça. C'est plus clair. Merci, les enfants comprendront mieux, je pense. Merci. Donc, vote à main levée, ça vous va pour fixer le nombre de postes d'adjoints? Je vous propose de prendre la décision suivante, de fixer le nombre d'adjoints à 9 pour la commune. Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est contre? Je vous remercie. Donc, point 6, élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la modification du nombre d'adjoints au maire. Je rappelle que le conseil municipal a procédé à la détermination du nombre d'adjoints au maire, à savoir 9. Il convient donc de procéder à l'élection d'un adjoint qui occupera le 9e rang au tableau du conseil municipal. Donc, je vous propose de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint qui prendra place au 9e rang dans le tableau du conseil municipal. Est-ce qu'il y a un candidat ou des candidats, messieurs? Monsieur Soyer. Monsieur Le Toquin et Monsieur Le Aubet. Je vais rappeler Laure et Kevin, s'il vous plaît. Non. Est-ce que je peux me permettre une question, Monsieur le maire, pendant le vote? Oui, Madame Guy, on va d'abord procéder au vote. La question avant, je peux? Oui. Je reviens sur la précédente parce que
Enfin, j'aime bien comprendre. Et pour le coup, là, je dois être... moi, je suis conseillère de maternelle, du coup, j'ai pas compris cette question de parité. C'est une question de nombre ou d'ordre? Parce qu'avant, on était autant de filles et de garçons le mois dernier. Et on n'a pas réélu un adjoint homme. Je comprends pas l'argument de la parité. Ben, il y avait moi. Oui. Pareil. Ben, elle est... Ouais, jusqu'à présent, nous n'avions pas évoqué la volonté de réélire un nouvel adjoint. Aujourd'hui, c'est un choix politique. La charge de travail est très importante d'ici la fin du mandat. Et donc, je vous dis que je ne compterai pas revoir la répartition des délégations. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas une question de parité, juste pour être... Mais si, mais je suis obligé si on ouvre un adjoint supplémentaire, on est obligé de respecter la parité. Donc, c'est forcément un homme à ce poste de... Alors, Arnaud Salmon. Nolwenn Guillou. S'il vous plaît, on est en train de voter. Madame Guénégan. Christian Fontaine. Muriel Béziel. Vincent Rémy. Marie-Claire Mervin. Philippe Bécan. Mireille Agent de Dieu. Kevin Steinbacher. Catherine Cabot, pardon. Pascal Guichard. Christian Chauffour. Laure Zatorchi. Joyce Dommage qui m'a donné pouvoir. Gwenaëlle Védy. Thierry de la Fournière. Eva Hélène, qui a donné pouvoir à Muriel Béziel. Marion Vattard, qui a donné pouvoir à Marie-Claire Mervin. Jean-Patrick Guibou. Valérie Simon, qui a donné pouvoir à Frédéric Soyer. Michel Armandari. Éric Diaz, qui a donné pouvoir à Catherine Cabot. Yannick Loisance. Bruno Deslandes. Catherine Guguin-Grassi. Claudia Gauvin. Fabrice Toquin. Annick Porte. Martine Crévia-Schutz et Frédéric Lobet. On y va? Le Haubet. Le Haubet Frédéric. Le Toquin. Le Toquin. Monsieur Soyer. Soyer. C'est bien ça, un mouton de plus. Bravo.
Monsieur Soyer. Frédéric Soyer. Frédéric Soyer. Le Toquin. Soyer. F. Soyer. Monsieur Soyer. Monsieur Soyer. Monsieur Soyer. Bulletin blanc. Frédéric Soyer. Soyer. Monsieur Soyer. Soyer. Monsieur Soyer Frédéric. Le Toquin. Le Aubet. Frédéric Soyer. Frédéric Soyer. Soyer. F. Soyer. Soyer. Monsieur Le Toquin. Le Toquin. Le Toquin. Donc nous avons 20 pour Frédéric Soyer, 3 pour Monsieur Le Aubet, 7 pour Monsieur Le Toquin et 2 abstentions. 2. Le mouton vous remercie. Merci. Madame Grassi. Merci de me donner la parole, Monsieur le maire. Je souhaiterais, au terme de cette valse d'élection, avoir une pensée pour les jeunes du Conseil municipal des jeunes qui sont dans la salle, qui ont vécu, aux côtés de Nolwenn Guillou, des choses fortes et variées. Cette mission a été menée avec beaucoup de sérieux et je l'admire parce que j'avais moi-même eu envie de mettre en place cette action-là et n'en avait trouvé ni le temps ni les modalités. Je souhaite saluer la manière dont ça a été fait et l'efficacité des actions qui ont été menées. Je veux dire ce soir, en mon nom et au nom de notre groupe, à tous les jeunes qui sont là, qu'il ne faudra pas garder en mémoire l'image de la démocratie que vous venez de voir. Je veux vous dire qu'il existe des démocraties où tout le monde a le droit de parler et où on a le droit de s'exprimer sans être sanctionné. Je souhaite que vous gardiez ça en mémoire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci, Madame Grassi, pour votre intervention. A fortiori, il n'a pas du tout la même idée de la démocratie. Bon, c'est pas ce soir qu'on en débattra. Également. Du coup, on va pouvoir changer de sujet et passer donc au point 7. Un sujet qui va nous prendre un peu de temps. Donc, je vais accueillir le bureau d'études de la boîte de l'espace. Et donc, je vais laisser la parole à Pascal Guichard, qui est conseiller délégué en charge, s'il vous plaît, en charge de l'urbanisme réglementaire. Donc, pour la concertation, le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de PLU. Bien, en attendant que le représentant du cabinet vienne nous présenter le travail sur le plan local d'urbanisme, je vous rappelle que nous avions lancé cette révision il y a quasiment 3 ans, puisque c'était une délibération qui datait du 14 juin 2021, et que en avril 2023, nous avions voté le projet d'aménagement et de développement durable qui ensuite a servi à tout le travail qui va vous être présenté. L'ensemble du travail a fait l'objet d'une concertation importante. Vous avez d'ailleurs un document qui en parle dans votre dossier, et donc un document qui fait quand même 80 et quelques pages de mémoire, 87.
dans laquelle on vous met l'ensemble des informations qui ont été données à travers les différents supports communaux. On vous rappelle l'ensemble des publications d'articles dans la presse. L'exposition qui avait été faite aussi sur les grilles de la mairie au moment du PADD. On rappelle qu'il y avait eu en permanence, pendant toute cette révision du PLU, le site internet de la commune avec une page spéciale pour la révision du PLU, ainsi que des contacts possibles avec le cabinet qui travaillait pour nous. On vous rappelle aussi les différentes réunions publiques qui ont lieu, 3 d'ailleurs, ainsi que toutes les autres concertations avec la population à travers un certain nombre d'ateliers à différents stades de l'écriture de cette révision du PLU. Enfin, à la fin de ce document, sur la concertation, vous avez l'ensemble des observations, puisqu'on avait, et des courriers d'ailleurs, on avait laissé ouvert pendant toute cette concertation un registre sur lequel les concitoyens, les professionnels pouvaient nous faire des remarques, nous apporter éventuellement des évolutions du PLU précédent qui avait été voté en 2018. Voilà. Donc, le cabinet, il arrive, et donc il va vous présenter la somme de la démarche. Alors, ça va être rapide et dense, donc je vais vous demander d'être concentré sur ce sujet complexe qui, je sais, enthousiasme les foules, et donc pour lequel, éventuellement, à l'issue, nous répondrons aux différentes questions, enfin surtout moi et monsieur le maire, puisqu'après, le cabinet nous aura quittés. Alors, la révision du PLU. Je propose qu'on passe au point 8 en attendant l'arrivée du cabinet. Donc, à moins qu'ils aient... Il arrive. Non, c'est bon, c'est parfait. Okay. J'allais attaquer la première diapositive, mais maintenant que vous êtes arrivé, c'est à vous. Il faudra un micro, oui. Peut-être là, à côté de M. Stenbacher. J'ai resitué le cadre général de ce qui s'est passé, et en particulier le bilan de la concertation. Donc on peut passer directement à la suite. Ok, bon, bien, bonsoir à tous. Je ne vais pas rappeler le cadre général, je vais m'atteler à vous présenter directement en fait où nous en sommes dans la révision du PLU. Vous retrouvez ici le petit graphique qui explique en fait la procédure. On a commencé en 2022-2023 sur l'état des lieux. On vous a présenté il y a quasiment un peu moins d'un an le PADD, le projet politique d'un PLU, qui a été débattu ici même. Et là, on revient, nous, vous présenter ce qu'on appelle l'arrêt, tout le document qui a été travaillé avec la commission, en fait, et suite effectivement à ce qu'on appelle la concertation, donc avec beaucoup de monde un peu autour de nous. Je vais y revenir après. On vient vous présenter en fait la traduction réglementaire de tout ça, les outils, c'est-à-dire le zonage, le règlement, les OAP. Je vais y revenir un peu. Et pour ce qu'on appelle la première phase, c'est l'arrêt du PLU. Juste après, effectivement, il y aura une enquête publique et une approbation. Alors pour rappel, en fait, le document qui vous a été transmis normalement en intégralité comprend pas mal de pièces. Je ne vais pas toutes les présenter ce soir, c'est pas du tout l'objectif. Je vais essayer de faire un résumé de comment on a fait pour en arriver là, et de faciliter potentiellement après sa lecture derrière de quelles pièces sont les plus importantes, comment apprendre à lire aussi un PLU, sachant qu'il a un peu été quand même modifié par rapport au PLU que vous avez en vigueur actuellement. Vous aviez un PLU d'ailleurs en vigueur actuellement qui était assez innovant sur certains points, qu'on a essayé de conserver ces éléments-là, et on va voir comment sur le fond, surtout, on a modifié certaines règles ou certains outils de ce PLU. Alors, je rappelle quand même qu'on a tenu des réunions publiques, notamment pour le diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durable. On a présenté aussi les outils. On a fait une permanence où on a reçu effectivement des porteurs de projets ou des gens de la population locale pour voir si les projets pouvaient passer ou pouvaient aussi être pris en compte dans le document. On a fait une exposition et bien sûr, il y a aussi de la concertation qui était faite avec les commerçants
avec les promoteurs, architectes, le monde de l'immobilier, de la construction, et une dernière ligne qu'on ne voit pas. On a fait aussi des ateliers avec, bien sûr, les personnes publiques associées, ou encore, le troisième atelier, c'était avec le monde de l'économie, pour la zone économique, et en fait, tous les porteurs de projets et entrepreneurs sur la commune. Donc tout ça, ça nous a permis, en fait, d'une part, de partir du projet politique, qui est le PADD. Alors, je ne rappelle pas les 3 axes qui sont là, mais ça, on vous l'avait déjà présenté la dernière fois. Et effectivement, sur la base de ça, comment on a réussi à traduire techniquement ce document d'urbanisme? Comment les outils vont répondre et vont permettre, en fait, de traduire localement ce projet politique? Alors, les 3 axes étaient plutôt basés sur, on va dire, un socle patrimonial. Quand on parlait de patrimoine de Dinard, c'est aussi son identité, son cadre de vie, aussi bien bâti que naturel. On parlait de ressources également, de trame verte et bleue dans ces éléments-là, de nature en ville. Et sur ça va venir s'axer en fait à l'axe 2, qui est la ville équilibrée et dynamique à l'année. On va parler là de population, de production de logements, d'évolution, de capacité d'accueil aussi de la commune. Et enfin, l'axe 3, c'était plutôt sur l'économie, sur le pôle fonctionnel, les mobilités, le commerce, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce PADD, juste il y avait une carte de synthèse et un bilan un peu chiffré de ça que vous avez, j'imagine, tous en tête, qui nous présentait un peu cette nouvelle stratégie d'organisation spatiale pour la ville. Je vais y revenir parce que ça, ce grand schéma cartographique qu'on a là sous les yeux, il a été décliné après sous la forme d'un zonage avec des réglementations et voire des périmètres d'OAP qui précisent vraiment les choses pour la suite, on va dire pour les 10 prochaines années sur la commune. On va à horizon 2035. Donc je vais vous juste surtout ce soir présenter les outils et on va commencer notamment par les premiers. Alors les outils, il y en a plusieurs. Je ne vais pas les énumérer, mais ils n'ont pas forcément tous été utilisés dans ce document. Ils n'étaient pas forcément tous utilisés dans le document auparavant, le PLU que vous avez en vigueur. En fait, le code de l'urbanisme nous permet quand même de faire un peu ce qu'on veut. Ça, c'est l'urbanisme qui dit ça. Si on utilise bien tous les outils qu'on a pour remplir un PLU. Les premiers à gauche, c'est les zones. C'est le zonage, les zones N, les zones U, les zones A urbanisées, sur laquelle en fait on va adosser un règlement. Chaque zone a un règlement dans lequel on va dire jusqu'à quelle hauteur on peut aller, qu'est-ce qu'on peut construire. Est-ce qu'on peut construire du logement, un commerce ou encore une activité agricole par exemple. Ça c'est la base, c'est les zones. La deuxième chose, ce sont des prescriptions et autres outils qu'on vient rajouter. Ce sont plutôt notamment des prescriptions liées à des secteurs de projet, comme les emplacements réservés, ou plutôt à des éléments de protection, comme les espaces boisés classés, ou encore des éléments liés au patrimoine, au paysage ou à la trame écologique sur le territoire. Donc tout ça, vous allez le voir sur le plan de zonage et le règlement. Et le dernier outil, la dernière colonne à droite, ce sont les orientations d'aménagement et de programmation, ce sont les OAP. C'est un outil un peu particulier, qui a pas mal évolué entre le PLU en vigueur et le nouveau qu'on vous présente ce soir, puisqu'on va retrouver des OAP thématiques. Ça, ce sont des OAP un peu des grandes orientations pour une thématique générale sur l'ensemble du territoire de la commune. Et à contrario, il y en a des OAP sectorielles qui, elles, sont bien sur un périmètre défini sur lesquels on va demander une sorte de programme avec des principes d'aménagement sur un périmètre bien défini. On peut même pouvoir phaser dans le temps la programmation de ces zones. Les OAP sont surtout faites sur ce qu'on appelle des zones à urbaniser ou sur des zones de renouvellement urbain sur lesquelles en fait il va se passer potentiellement quelque chose sur les 10 prochaines années. Et s'il se passe quelque chose, vous devez respecter ces OAP. Il peut très bien rien se passer sur ces secteurs-là, ça reste au propriétaire qui choisit en fait ce qu'il fait sur ce secteur-là. Mais clairement, l'objectif avec ces OAP, c'est de définir en fait des sortes de contrats avec ces mini-programmes et qui vont permettre de réaliser en fait ce projet d'aménagement et de développement, le PADD et ses objectifs un peu chiffrés. Alors, je vais présenter un peu globalement, on va essayer de faire aussi un comparatif assez rapide entre comment le PLU de 2018 a évolué pour ce nouveau PLU 2024, on l'a appelé. Voilà votre zonage en vigueur. C'est quand même une des bases qu'on a un peu modifiée, parce que ce n'était pas une base classique, ce qui était assez intéressante, mais qui était régie par quartier. Alors là, on ne les voit pas très bien, mais en fait, vous avez en vert sur toutes les protections et les zones naturelles. Alors, on ne peut pas trop zoomer, parce que je n'ai pas la main sur l'ordinateur. Mais imaginez-vous, le document, vous l'avez déjà, il est en ligne sur le site, c'est le PLU en vigueur aujourd'hui. Et je ne le présente pas dans sa compte, normalement, vous le connaissez par cœur. Mais effectivement, celui-là, il est régi par quartier, et surtout, il n'a qu'une seule zone urbaine, une seule zone U. C'était assez intéressant comme vision des choses, mais techniquement, c'était assez permissif et on ne voyait pas la différence d'un quartier à l'autre
sur la logique de hauteur, sur la logique commerciale, habitante. Et il était... voilà. Donc on a réutilisé cette logique de quartier pour un peu réinventer les choses, enfin ne pas tout réinventer surtout. Et vous avez vu les petites cartes en bas, ça on a essayé de garder aussi, ce sont des cartes qui vont rappeler une seule règle sur l'ensemble du territoire, par exemple la hauteur, le coefficient d'emprise au sol ou autre. Donc ça c'était sur la forme, et justement voilà le nouveau zonage. Alors pareil, je ne vais pas zoomer, c'est un document pour arrêt, dans laquelle voilà, vous avez à gauche sa légende, voilà les nouvelles zones qu'on a tracées. Alors vous allez me dire, il est beaucoup moins joli qu'avant, ou peut-être c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais n'empêche que techniquement, pour traduire le projet qui a été un peu modifié, le nouveau PADD, il fallait aller jusque-là. Et là, vous avez en rouge des zones qu'on appelle centre-ville, vous allez avoir la zone UCV, qui est la zone U-centre-ville, on va dire historique, qui correspond à ce qu'on avait dit aussi dans le PADD, de garder un centre-ville historique, fonctionnel, commercial, patrimonial, avec son hôtellerie, avec ses typologies d'habitat. Et vous avez un rouge un peu plus foncé à gauche, qui est la zone UG, sur le quartier de l'ancienne gare, où on va retrouver New Quai, on va retrouver le site NJ, où là, c'est vraiment la zone de renouvellement urbain de la commune, où on va retrouver notamment des secteurs où on va pouvoir avoir du potentiel de nouveaux logements, de nouveaux commerces ou autres. Et à côté de ça, vous avez plutôt des sortes de micro-centralités qu'on avait définies comme à la Vicomté, comme Saint-Énogat, comme Saint-Alexandre, où on va retrouver forcément des zonages différents. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque zonage, mais on a vraiment travaillé sur cette logique-là. Et surtout, la nouveauté, c'est qu'on a voulu sectoriser. Pourquoi des nouveaux zonages? Pour protéger tout le reste. Aujourd'hui, vous avez une grande zone beige, là. C'est ce qu'on appelle la zone UD. C'est une zone plutôt résidentielle, dans laquelle on ne veut pas forcément voir une masse de production de logements se passer pour les 10 prochaines années. C'est une zone qui va pas être... On ne veut pas qu'elle soit trop bousculée pendant les 10 prochaines années. On a largement assez, avec nos zones stratégiques identifiées, pour produire les 1000-1500 logements prévus dans le PADD, qu'on n'a pas besoin d'aller tout permettre au renouvellement urbain. Aujourd'hui, il y a des maisons qui font 3 mètres de hauteur. Avec le règlement actuel, on peut passer à 9 mètres, 12 mètres. On peut passer d'un R+1 à R+3 assez facilement. L'objectif de ce nouveau zonage, c'est un peu de protéger ça et de surtout voir venir. On a des capacités d'accueil qui peuvent être limitées aujourd'hui, notamment quand je pense par exemple aux stations d'épuration ou à l'eau potable. On ne peut pas se permettre de garder un PLU qui pourrait voir des opérations beaucoup plus denses que prévu sur l'ensemble. Donc on est parti de cette réflexion-là, et du coup on a quadrillé un peu ce nouveau territoire de cette façon-là. Et surtout on a travaillé avec essentiellement 3 règles. Alors je vais y venir parce que là on a beaucoup travaillé avec les architectes, les promoteurs, ça a été très intéressant. Et voilà à quoi on en est arrivé. On est arrivé à 2 types de zones qui vont être encadrées par des outils complémentaires. Dans un premier temps, en fait, à droite, si vous voulez, l'encadrement par le règlement, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a des zones dites densifiables, c'est ces fameux sites stratégiques qu'on a vus en rouge ou en orange, et ces zones dites encadrées, où la densification est peu permise. Ça reste constructible largement, on peut densifier, il n'y a pas de problème, on peut rénover sa maison, diviser son jardin, mais l'objectif n'est pas de sortir une masse de logements sur ces espaces-là. On veut garder le cadre de vie de Dinard, on veut garder son patrimoine, on veut garder aussi ses logiques habitantes et ses jardins aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une AVAP qui a été validée aussi, qui protège aussi une bonne partie de la commune et qui a été fait, on a fait le PLU en complémentarité avec cette AVAP. Et à côté de ça, on a voulu rajouter aussi quand même des secteurs de projet et de les encadrer, notamment par des OAP sectoriels. C'est en vert, l'encadrement par les OAP, et je vais y revenir après ce qu'on a mis dans les OAP. Donc pour les zones encadrées par le règlement, je ne vais pas vous détailler ce grand tableau, mais c'est un poster qui résume 2 choses. En fait, c'est la règle de ce qu'on peut construire, c'est le grand tableau au milieu, je vais y revenir après, et quels sont les gabarits qu'on autorise. Est-ce qu'on autorise du 9 mètres? Combien on va pouvoir imperméabiliser sa parcelle? C'est le coefficient d'emprise au sol. C'est ces 3 règles-là, surtout avec lesquelles on a joué pour vraiment encadrer la densification et le renouvellement urbain sur la commune. Et notamment, voilà, ces 3 règles-là, on va retrouver en fait dans les règlements. La première, c'est la hauteur. Clairement, celle-là, elle encadre assez facilement la typologie des gabarits et le nombre de logements qu'on peut construire. La deuxième, c'est l'emprise. Alors, il y a 2 types d'emprise qu'on a travaillé. C'est en gros, vous avez une jauge qui va jusqu'à 100%. En bleu, c'est l'emprise sur laquelle j'ai le droit d'imperméabiliser ma parcelle. Ça s'appelle le coefficient d'emprise au sol. Si j'ai une parcelle de 1000 m² et que mon coefficient fait 60%, je pourrais urbaniser, on va dire, 600 m² sur cette parcelle. D'accord ? Donc c'est très constructible à 60%, enfin, ou du moins largement constructible. Et ça a été un deuxième outil hyper intéressant pour travailler en fonction des secteurs où on veut que ça se densifie et des secteurs où on ne veut pas que ça se densifie.
Et vous allez voir qu'on a en vert ce qu'on appelle le CPT, coefficient de pleine terre. Vous aviez déjà ça dans votre PLU. Hein. On a fait juste qu'augmenter ce niveau-là pour avoir des coefficients de pleine terre qui vont de 30, 40, 50, sur laquelle en fait ça reste constructible, mais on ne veut pas que ça s'imperméabilise à tout va, notamment parce qu'on veut gérer l'eau pluviale et on veut conserver des jardins et on ne veut pas non plus sortir beaucoup trop de logements sur ces espaces-là. Donc ça, ce deuxième outil lié à l'emprise a été très intéressant de travailler. On a fait beaucoup de tests et de calculs aussi sur l'ensemble de communes pour travailler ça. Et enfin, le dernier, le recul, ce sont tout simplement des reculs d'implantation par rapport à l'alignement ou autre. Finalement, on devait le travailler finalement avec les promoteurs, les architectes, les gens de l'immobilier. Finalement, il n'y avait pas forcément de nécessité de travailler ça. Enfin, il y a des règles quand même, mais ce n'est pas ça qui allait freiner quoi que ce soit. Donc il y a une autre règle en revanche qui a été travaillée, c'est celle du stationnement. Clairement, les promoteurs et les aménageurs nous ont dit la règle du stationnement, il faut soit la libérer, soit au contraire l'endurcir. C'est ça qui va générer ou pas demain plus ou moins de nouveaux programmes en logement. Donc c'est ça en ça que la concertation a servi à affiner les outils du PLU qu'on vous présente ce soir. Donc je ne vais pas passer en revue, mais voilà comment dans le règlement on y arrive après. Vous allez avoir le grand titre du règlement et vous allez avoir un résumé sur ce poster-là des 3 grandes règles. Là je prends l'exemple de la zone UCV, pourquoi on a 2 types de hauteur? C'est la hauteur en fait de tous les étages qu'on peut construire et après c'est la hauteur sous les combles, on va dire ça comme ça. Donc en UCV, on peut aller jusqu'à 12 mètres. C'est déjà les hauteurs que vous avez, c'est du R+3 plus comble. On peut imperméabiliser jusqu'à 70% de la parcelle, on doit garder quand même 30%. Alors vous allez me dire, c'est déjà très dense sur ce secteur-là, ça n'empêche qu'il y a des jardins encore et on ne veut pas forcément que ça se surdensifie. 30% de pleine terre, c'est pas déconnant et c'est assez intéressant de garder ça, même dans un centre-ville patrimonial. Et en termes de recul, il n'y a quasiment pas de règle. Le but, c'est déjà très dense, on n'a pas voulu rajouter des contraintes sur ce secteur-là. Donc, dans chaque règlement, vous allez trouver un résumé de ces 3 règles-là et qui traduisent bien la philosophie de ce qu'on a travaillé avec la commission et aussi tous les acteurs associés. Et du coup, rien que ces 3 règles-là quasiment permettent de régler la logique des gabarits et de la constructibilité sur l'ensemble de la commune. Donc, en ça, c'était intéressant. Autre règle, on a travaillé, et du coup, alors, on a les règles aussi qui sont résumées, qu'on va retrouver sur ces cartographies. Alors, je ne vais pas détailler, puisque tout ça, c'est des cartographies temporaires, on n'est qu'à l'arrêt, bien sûr, après, il y aura une enquête publique et autres. Vous allez voir qu'effectivement, le bleu, c'est le coefficient de pleine terre, le vert, c'est d'emprise au sol, la carte verte, c'est le coefficient de pleine terre. Vous avez vu qu'on va avoir des zones, notamment la zone UD, on est sur des niveaux, alors je ne sais plus, ça doit être 60%, je crois, de pleine terre. On a largement augmenté ça pour justement mieux encadrer ces espaces-là. Donc ça, c'est intéressant puisque là, on a vraiment mesuré la capacité d'accueil de la commune et on a vraiment regardé ce qui pouvait se passer sur les 10 prochaines années et il y a eu des choix qui ont été faits sur tel ou tel secteur. C'est un arrêt de PLU, il y aura peut-être encore des coups de crayon ou des modifications, des évolutions, mais n'empêche que c'est une première proposition. Et enfin, pareil, la dernière carte, c'est sur les hauteurs au sommet de façade qui sont proposées. Alors si on a des tâches qui paraissent un peu foncées, c'est la zone économique de la ville des Passants où la hauteur a été réélevée, je crois, jusqu'à 15 mètres de hauteur, parce qu'on permet aujourd'hui une densification vers le haut sur cette zone-là, sachant qu'on a préservé quand même des espaces au plus près des habitations, pour éviter qu'on ait des immeubles industriels ou tertiaires qui donnent sur des jardins d'habitat. Donc on a quand même préservé des hauteurs. Mais n'empêche qu'on avait pas mal d'entrepreneurs qui souhaitaient aujourd'hui faire un bureau au-dessus de leur usine d'activité et que ça permettait de densifier la zone. On sait qu'aujourd'hui, le foncier économique, il n'y en a plus beaucoup. Et avec la logique de la zéro artificialisation nette, il y en aura encore moins demain. Donc il faut absolument permettre la densification de ces zones économiques. Donc ça, c'était l'exemple. C'est pour ça qu'on voit sur la petite carte en bas à gauche que le rouge vif un peu sur la zone de la ville des Passants permet une hauteur aujourd'hui à 15 mètres. Et ce qui a permis, je crois, déjà à 2-3 entrepreneurs futurs de prévoir des projets de surélévation de leurs bâtiments dans cette zone-là. Et on voit bien cette zone en jaune, qui est la zone UD, cette zone un peu dite protégée, où là, on autorise uniquement d'aller à 6 mètres. Ça veut dire R+1. Donc c'est en ça qu'aussi, on a voulu mieux encadrer les règles sur ce PLU. Alors, bon, il y avait le zoom. Voilà l'avant à l'après pour la hauteur. La carte à gauche, c'est ce qui résume les hauteurs sur votre PLU actuel. Alors pourquoi, en fait, il y avait tout en gris? C'est ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Et en gros, on disait que dans les espaces proches du rivage, on ne peut pas aller au-delà de la hauteur, on va dire, des bâtiments existants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des villas et des secteurs où les hauteurs sont déjà très hautes et on pouvait permettre en fait d'aller assez haut. Donc nous, on a voulu réfléchir un peu différemment avec la commission et plutôt d'encadrer des secteurs de protection un peu différemment.
Et on arrive à une carte forcément plus complexe, mais plus technique à travailler et qui permettent vraiment d'envisager des secteurs particuliers. Donc, on pourrait présenter l'ensemble. Voilà la carte en gros. À gauche, vous avez le PLU de 2018 sur les coefficients de pleine terre. C'est un outil que vous aviez déjà mis en place, qu'on a souhaité conserver. Mais par contre, on est passé, vous étiez à des seuils entre 15, 25, 35%. Aujourd'hui, on est plutôt à 20, 30, 60, voire même 80% sur certains secteurs pour vraiment protéger. Ça ne rend pas inconstructible, mais ça protège largement. Et notamment un secteur très particulier, c'est tout le corps, ce qu'on appelle en fait le trait de côte. Aujourd'hui, on nous demande de faire des études liées au trait de côte pour limiter l'impact sur l'érosion et de prévoir aussi potentiellement une submersion marine. Alors vous êtes plus lié à l'érosion sur votre territoire et vous pouvez y avoir certains éléments. Donc on a l'obligation dans un PLU de prendre ça en compte. Et vous allez voir qu'on a traité en fait ce cordon-là pour limiter l'imperméabilisation, limiter les effets de ruissellement et ainsi se prémunir peut-être d'une érosion encore plus forte aujourd'hui sur ces secteurs-là. Alors vous allez me dire, il n'y a peut-être pas trop de problèmes aujourd'hui. Vous faites partie des communes, quoi qu'il arrive en Bretagne, qui doivent répondre à ce recul du trait de côte à 30 ans. Donc on a dans l'obligation aussi de prendre des mesures dès ce PLU pour limiter l'impact sur des populations à risque qui habiteraient en fait le littoral. Donc je ne vais pas passer en revue l'ensemble effectivement des différentes règles, mais on a mieux travaillé aussi un autre aspect, c'est la mixité fonctionnelle du territoire. Là, vous avez des cartes en fait sur des différents types de secteurs sur la mixité, à gauche et à droite. Et en fait, on a travaillé vraiment sur les destinations, sous-destinations autorisées dans un secteur ou interdites. Et ça,